La guerre a éclaté, elle oppose de 1756 à 1763 la France et l'Autriche contre la Prusse et l'Angleterre. La lutte est sanglante, elle frappe l'imagination de Voltaire, elle déçoit ses espoirs qu'il avait conçus 8 ans plus tôt au moment de la paix d'Aix-la-Chapelle. C'est un nouveau déni à l'optimisme philosophique, au « tout va bien », au plan providentiel. On ne s'étonne donc pas de la présence quasi permanente de la guerre dans la majeure partie de Candide. Voltaire évoque non seulement l'enrôlement forcé du héros, la guerre des Avars et des Bulgares, mais aussi la destruction du château de Thunder-ten-Tronckh, qui est raconté par 3 témoins, Pangloss, Cunégonde et son frère le jésuite. Même la vieille, atrocement mutilée, est une victime de la guerre. Tous font la guerre, turcs, chrétiens, religieux. Après l'intermède de l'Eldorado, la guerre reparaît avec la piraterie, puis avec l'exécution de l'amiral Byng. Les rois détrônés, qui font une apparition fantomatique au carnaval de Venise, sont eux aussi des victimes de la guerre. 1 million d'assassins enrégimentés courent d'un bout à l'autre de l'Europe pour gagner son pain, constate placidement Martin. Éléments, animaux, humains, tout est en guerre, il faut avouer, le mal est sur la terre. La loi du « tout est bien » n'a plus de sens, et le meilleur des mondes possibles n'est qu'une consolation dérisoire. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les 2 armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6000 hommes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une 30aine de 1000 âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. Enfin, tandis que les 2 rois faisaient chanter des Tédéums, chacun dans son camp, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants, et gagna d'abord un village voisin. Il était en cendres. C'était un village avare que les Bulgares avaient brûlé, selon les lois du droit public. Ici, des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes. Là, des filles éventrées, après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs. D'autres, à demi brûlées, criaient qu'on acheva de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et des jambes coupées. Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village. Il appartenait à des Bulgares, et les héros Avars l'avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres palpitants, ou à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites provisions dans son bissac, et n'oubliant jamais mademoiselle Cunégonde. Ces provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande. Mais ayant entendu dire que tout le monde était riche dans ce pays-là, et qu'on y était chrétien, il ne douta pas qu'on ne le traitât aussi bien qu'il l'avait été dans le château de monsieur le baron, avant qu'il en eût été chassé pour les beaux yeux de mademoiselle Cunégonde. Il demanda l'aumône à plusieurs graves personnages, qui lui répondirent tous que, s'il continuait à faire ce métier, on l'enfermerait dans une maison de correction pour lui apprendre à vivre. Il s'adressa ensuite à un homme qui venait de parler tout seul 1 heure de suite sur la charité dans une grande assemblée. Cet orateur, le regardant de travers, lui dit « Mais que venez-vous faire ici? Y êtes-vous pour la bonne cause ?» « Il n'y a point d'effet sans cause, » répondit modestement Candide. « Tout est enchaîné nécessairement et arrangé pour le mieux. Il a fallu que je fusse chassé d'après de mademoiselle Cunégonde et que j'ai passé par les baguettes. Et il faut que je demande mon pain jusqu'à ce que je puisse en gagner. Tout cela ne pouvait être autrement. »« Mon ami, lui dit l'orateur, croyez-vous que le pape soit l'antéchrist ?»« Je ne l'avais pas entendu dire, » répondit Candide. « Mais qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, je manque de pain. »« Tu ne mérites pas d'en manger, » dit l'autre. « Va, coquin, va, misérable, ne m'approche pas de ta vie. » La femme de l'orateur ayant mis la tête à la fenêtre
et avisant un homme qui doutait que le pape fût l'antéchrist, lui répandit sur le chef un plein « Ô ciel ! À quel excès se porte le zèle de la religion dans les dames !» Un homme qui n'avait point été baptisé, un bon anabaptiste, nommé Jacques, vit la manière cruelle et ignominieuse dont on traitait ainsi un de ses frères, un être à 2 pieds, sans plume et qui avait une âme. Il l'emmena chez lui, le nettoya, lui donna du pain et de la bière, lui fit présent de 2 florins et voulut même lui apprendre à travailler dans ses manufactures aux étoffes de Perse qu'on fabrique en Hollande. Candide, se prosternant presque devant lui, s'écriait « Maître Pangloss me l'avait bien dit que tout était au mieux dans ce monde, car je suis infiniment plus touché de votre extrême générosité que de la dureté de ce monsieur à manteau noir et de madame son épouse. » Le lendemain, en se promenant, il rencontra un gueux tout couvert de pustules, les yeux morts, le bout du nez rongé, la bouche de travers, les dents noires, et parlant de la gorge, tourmenté d'une toux violente, et crachant une dent à chaque effort. Les 2 rois faisaient chanter des Te Deum. Critique fréquente chez Voltaire, associant satire religieuse et satire de la guerre. En Hollande, ayant entendu dire qu'on y était chrétien, les souvenirs personnels de Voltaire sur la Hollande sont plutôt favorables. Dans la lettre de 7 octobre 1722 à Madame de Bernières, il salue la prospérité du pays. C'est un paradis terrestre. De 500 000 hommes qui habitaient Amsterdam, il n'y en a pas un oisif, pas un pauvre. Néanmoins, il a gardé mauvais souvenir de certains ministres protestants. Ils te font de longs discours ennuyeux. Tout est enchaîné nécessairement et arrangé pour le mieux. Voltaire admet que tout est enchaîné nécessairement, mais il conteste que tout soit arrangé pour le mieux. Telle est l'erreur de Pangloss et de son disciple Candide. Un bon anabaptiste. C'est une secte réformée dont les adeptes étaient soumis au baptême seulement quand ils avaient atteint l'âge adulte, parce qu'ils considéraient comme sans valeur le baptême traditionnel administré aux jeunes enfants, d'où l'expression ironique qui n'avaient point été baptisés. Les anabaptistes s'étaient aussi distingués dès le XVIe siècle par la hardiesse de leurs idées sociales et humanitaires, d'où le nom donné à Jacques dans les épisodes qui vont suivre. Voltaire et l'optimisme. Le sous-titre « L'optimisme » déclare l'intention de Voltaire. Qu'est-ce que le récit des mésaventures de Pangloss et de son disciple Candide, sinon la satire des optimistes impénitents qui vont répétant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles? On reconnaît le thème qu'avait mis à la mode la Théodicée de Leibniz en 1710. Ce problème du mal physique et moral n'a cessé de poursuivre Voltaire, qui doit concilier l'harmonie de l'univers créé par Dieu avec la réalité du mal dans le monde. Au début de sa carrière littéraire, Voltaire mettait surtout en lumière la part du bien dans le monde. Sans adopter la doctrine de Leibniz, il acceptait l'optimisme de Pope. En 1734, dans ses lettres philosophiques, il attaque Pascal, lui reprochant d'avoir peint tous les hommes méchants et malheureux. Et puis, en 1736, il lance dans Le Mondain un hymne au luxe et au bien-être du paradis moderne. Que s'est-il donc passé qui ait pu conduire Voltaire à estomper ses thèmes épicuriens et optimistes? Des motifs personnels l'ont dressé contre son disciple Wolff. Le style prétentieux du philosophe allemand rebutait Voltaire. Surtout, les Wolffiens ont attaqué Voltaire lui-même, et dès lors celui-ci déclara la guerre à Wolff et à Leibniz. Voltaire a vieilli et mûri. L'expérience de la vie lui est venue sous des formes les plus amères et les plus bouleversantes. Les souffrances de sa vie privée. En octobre 1748, Voltaire découvre la trahison de Madame du Châtelet, qui avait été pendant 17 ans sa maîtresse, en même temps qu'une amie fidèle et une conseillère éclairée. Et lorsqu'elle meurt un an plus tard,
après avoir donné naissance à un enfant dont elle lui a avoué qu'il n'était pas le père, on imagine son désarroi et sa douleur. La vie lui apprenait que ce n'était point la providence qui gouvernait les amours humaines. Il vit également une expérience amère comme courtisan. À l'époque où il compose Candide, Voltaire n'est plus le poète officiel qui chantait la bataille de Fontenoy. Sa carrière de gentilhomme de Sa Majesté s'est terminée brusquement, après quelques imprudences de langage. Vanité des cours, brutalité du pouvoir, Zadig fait le bilan des désillusions de Voltaire. Les désillusions de Versailles préfigurent celles de Potsdam. En effet, il est invité par le roi de Prusse et va faire une nouvelle expérience plus amère encore. Il a cru à l'amitié du souverain prussien. Il a d'abord été séduit par son accueil fastueux, par l'éclat d'une cour où Frédéric avait su rassembler les esprits les plus hardis et les plus brillants. Mais Voltaire agace Frédéric de Prusse par ses prétentions politiques. De son côté, Voltaire découvre l'égoïsme du roi, son caractère intéressé. Voltaire obtient enfin l'autorisation de quitter cette cour où il se sent entouré de méfiance, où même sa correspondance est surveillée. Indésirable à Berlin, à Paris, dont Louis XV lui interdit l'accès, inquiété à Colmar par les jésuites, Voltaire devient dès lors un voyageur malheureux à la recherche d'un havre. Il écrit ainsi un conte intitulé « Les voyages de Scarmentado ». Ainsi, 3 ans avant Candide, Scarmentado, l'homme instruit par l'expérience, évoque de façon transparente les tribulations de l'auteur, victime de l'infâme et de l'absurde, et ses errances à la recherche de la sagesse et du repos. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.